Avec la Taycan dévoilée il y a quelques années, Porsche tentait déjà de réconcilier l'irréconciliable avec une grosse berline électrique, donc très lourde, qui se devait aussi d'être une Porsche et donc très sportive. Aujourd'hui, Porsche remet une couche d'irréconciliable avec cette version Cross Turismo qui est donc un break et surélevé, donc façon crossover, avec des prétentions d'off-road et un aspect un peu plus pratique. Alors est-ce que c'est encore une vraie Porsche? Est-ce que ça compromet ses capacités électriques aussi? Ça, on va le voir aujourd'hui dans cet essai. Alors on va vous donner l'addition tout de suite comme ça, vous n'y pensez plus pendant le reste de l'essai. On a opté pour une version Turbo S la plus puissante, donc avec 625 chevaux en mode normal et jusqu'à 760 chevaux en mode launch control, et elle est facturée ici plus de 191 000 €. Évidemment c'est très sérieux, mais on va le voir dans cet essai je pense, les performances sont au niveau. On passe tout de suite à l'intérieur pour voir ce qui change ou pas par rapport à la Taycan berline classique. Alors à bord de cette Taycan Cross Turismo, c'est bien simple, si vous êtes habitué à Tesla, c'est une grosse claque, ça n'a rien à voir en termes de finition. Les matériaux sont excellents, c'est pareil pour les ajustements, il n'y a rien qui dépasse. Ce qui est plus surprenant, c'est que c'est aussi beaucoup mieux qu'une Audi e-tron GT par exemple, qui est déjà un premium allemand et on sait que Audi est quand même très fort en intérieur. Mais là, c'est un gros cran au-dessus. Alors vous me direz, c'est aussi normal quand la voiture vaut 2 fois le prix. En termes de différence par rapport à la berline, finalement il n'y a pas grand-chose. C'est principalement cette petite fonction qui est sur l'écran tactile d'en bas qui s'appelle Gravel, donc comme gravier, que vous pouvez activer si vous faites un petit peu de tout-terrain. Ça relève la voiture. Donc on l'a dit, la Cross Turismo elle a une vocation baroudeuse. Alors elle n'est pas beaucoup plus haute non plus que la berline puisqu'elle est que 20 mm plus haute. Si vous optez pour le pack off-road, là elle sera 30 mm plus haute. Mais encore une fois, vu que la Taycan berline de base est déjà assez basse, finalement on revient à une hauteur de caisse assez classique pour une voiture. Pour le reste, ici, on a un intérieur qui est bardé d'options. On a notamment le deuxième écran côté passager qui reprend beaucoup des informations sur l'écran central. Alors du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est un peu pour épater la galerie, on va pas se mentir. Ça reprend les informations donc, de navigation, la vitesse, les G, ce genre de choses. Sinon, on a affaire ici à beaucoup de tout tactile, mais pour une fois, c'est un tout tactile qui est assez bien pensé puisque on a des rappels au niveau de la climatisation, des fauteuils, on l'a dit, du mode tout-terrain, qui sont tous dans ce petit écran qui est à portée de main et qui surtout ne bougent pas, elles sont toujours au même endroit, donc vous savez à peu près où vous appuyez. Sur le volant, pareil, on n'a pas de ces fameuses touches tactiles qu'on voit beaucoup en ce moment chez Volkswagen et autres. C'est des vrais boutons avec un niveau de finition qui est encore une fois excellent. C'est certes du plastique, mais c'est du très bon plastique. Et ailleurs, voilà, on a des rappels de carbone, du cuir partout, le grand combiné d'instruments digital qui reprend la disposition classique de la 911, alors avec seulement 3 compteurs au lieu de 5. Mais du coup, ils ne sont pas bloqués par le volant comme c'est le cas sur la nouvelle 911 par exemple. Et sur le côté, ces touches tactiles qui, encore une fois, sont des raccourcis qui permettent d'éviter de fouiller dans les écrans. On va passer tout de suite à l'arrière où c'est là vraiment la grande différence par rapport à la Taycan berline. Alors c'est vraiment à l'arrière, on l'a dit, que la grosse différence se fait avec la version berline normale puisqu'on a beaucoup plus de garde au toit. La berline, elle avait vraiment une ligne très coupée et du coup, c'est vrai que si vous étiez un peu grand à l'arrière, c'était un peu limité. Même des gens beaucoup plus grands que moi n'auront aucun problème au niveau du confort. La garde pour les genoux, ça reste la même pour le coup, mais c'était déjà très suffisant. On regrette juste de ne pas pouvoir glisser les pieds sous les sièges baquets à l'avant, mais encore une fois, il y a assez d'espace pour que ce ne soit pas un vrai problème. Sinon, on a un petit écran tactile avec les commandes de climatisation et de sièges chauffants à l'arrière, et un niveau de finition qui est toujours royal, même chose qu'à l'avant. Vous pouvez aussi avoir au milieu une troisième personne en théorie, mais il y a quand même un gros tunnel de servitude et la place est assez étroite, donc on ne recommande pas vraiment. Si vous n'avez pas de personne ici, vous avez une trappe à ski notamment, qui renforce encore ce côté pratique sur cette Taycan Cross Turismo. Au niveau du coffre, il ne grandit pas tellement que ça, simplement il est beaucoup plus pratique puisque c'est un grand haillon et il est plus facile d'accès. Mais, alors ça a certes une forme de break, mais c'est un break façon un peu break de chasse, donc c'est pas complètement carré comme sur une vieille Volvo et vous n'avez pas des milliers de litres d'espace. Ça reste très suffisant franchement. On est ici à plus de 500 litres d'espace, donc largement suffisant au quotidien. Surtout qu'en plus, il y a un deuxième coffre à l'avant, très pratique notamment pour ranger vos câbles de recharge. On peut y rentrer à peu près 2 valises cabine, donc pour cet usage-là, c'est assez parfait.
Alors au volant de ce Taycan Cross Turismo Turbo S, on va commencer par faire un petit point technique sur ce qui change par rapport à la berline Taycan normale. Donc ici tout simplement les suspensions sont relevées de 20 mm par défaut. Si vous prenez le pack off-road ça devient 30 mm. Mais de toute façon sans le pack off-road, sur une simple touche gravel, donc la voiture se met en mode 30 mm. Et avec le mode lift, si vraiment vous avez des gros obstacles, vous pouvez monter jusqu'à 50 mm. En somme, une garde au sol de SUV quand on est tout en haut du mode lift. Et ça permet effectivement de passer sur quelques chemins un peu à l'aventurier. Et c'est un peu ce que Porsche vend. On a pu le tester et même effectivement avec cette Turbo S surperformante, eh bien, ça le fait très bien. On peut passer sur du sable, on peut passer sur du gravier. Évidemment, ce n'est pas un baroudeur, donc ne vous attendez pas à franchir des côtes improbables. Ce n'est pas l'objet, simplement si votre propriété de vacances est un peu inaccessible et qu'il y a un grand chemin pour y arriver, eh bien vous serez beaucoup mieux là-dedans que dans un Taycan normal. Mais finalement, le vrai avantage de cette garde au sol relevée, c'est au quotidien sur la route, parce qu'une Taycan normale est quand même très basse, alors que là, avec donc 2 cm de garde au sol supplémentaire, on est finalement à la hauteur d'une voiture classique, et donc on ne se prend plus la tête au moindre dos d'âne à réfléchir, est-ce que je vais égratigner le bas de caisse, est-ce qu'il faut que j'utilise le mode lift. Ça simplifie beaucoup la vie. Donc ça c'est pour l'aspect pratique, on l'a aussi dit, on est quand même beaucoup mieux installé à l'arrière que dans la version berline. Donc pour la case, est-ce que c'est plus pratique, est-ce que c'est une voiture vraiment pratique? Oui. Maintenant la case, est-ce que c'est une vraie sportive, est-ce que c'est une vraie Porsche? Et la réponse elle est oui aussi, c'est assez étonnant. Alors évidemment en performance là ça atomise à peu près tout ce qui roule, y compris même les productions normales de Porsche comme une 911. Ça accélère aussi fort, voire plus fort que l'actuelle Turbo S chez la 911. D'ailleurs, on a fait quelques launch control. Et surtout, parce que l'accélération, sans dire qu'on finit par s'en lasser, parce que c'est pas l'objet, mais c'est intéressant, mais au quotidien, on s'en sert pas tellement. En revanche, voilà, le feeling de conduite, la direction remonte beaucoup d'informations. Les pédales sont parfaitement jugées, y compris la pédale de frein, ce qui n'est pas toujours évident sur une voiture électrique avec beaucoup de régénération au freinage. Et reste le sujet des 2 tonnes 4, ce qui est évidemment énorme, mais avec les roues arrière directrices, avec le système de châssis adaptatif, très honnêtement, à moins d'attaquer très fort et à moins d'être sur circuit, vous ne le sentirez pas vraiment. Et en sortie de virage, quand vous déployez les plus de 600 chevaux et que la voiture est bien assise sur ses appuis, c'est une catapulte, tout simplement. Donc impossible de la prendre en défaut là-dessus. Et enfin, le troisième onglet, est-ce que c'est une bonne voiture électrique? Et là, ça se complique un tout petit peu parce que, tout simplement, comme d'habitude, l'autonomie est très loin d'être au niveau du prix. Alors, on n'a pas pu la chiffrer avec les mesures du labo habituel, mais sachez que Porsche l'a homologué avec le cycle WLTP à 419 km et que nous, pour référence, on avait chiffré avec le labo AutoPlus une Taycan berline turbo, donc moins puissante, avec la même batterie et la garde au sol plus basse qui augmente l'autonomie, à 399 km. Donc n'attendez pas plus de 360-370 km d'autonomie. Quand en face on a une Model S qui fait moins de la moitié du prix et qui a des autonomies approchant les 500 km voire plus, c'est sûr que rationnellement c'est un peu compliqué à expliquer. Alors Porsche vous expliquerait qu'ils ont un système de recharge ultra rapide et c'est vrai, avec 270 kW, toujours d'après Porsche, dans les conditions idéales, on peut recharger de 5 à 80% en 22 minutes, ce qui effectivement sur un trajet n'est pas grand chose. Le temps d'aller dans une station-service, c'est déjà fait. Après évidemment le hic, c'est qu'à cette puissance de charge, vous ne l'atteindrez que sur les bornes Ionity, et il n'y en a pas beaucoup, et elles sont surtout sur les autoroutes. Donc voyager c'est possible, mais il faut quand même de l'organisation. Et à ce prix-là, c'est un peu dommage de devoir partir à l'aventure dès qu'on veut faire un Paris-Bordeaux, tout simplement. Alors en conclusion, est-ce que cette Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S c'est la voiture parfaite? Sur 2 des 3 points, c'est vraiment bluffant. La voiture est très pratique, elle est extrêmement performante et même vraiment plaisante à conduire. En revanche, voilà, cette histoire d'autonomie qui rend l'achat forcément un peu moins rationnel. Mais à ce prix-là, personne n'est encore capable d'offrir un tel niveau de sensation et de praticité en même temps.